Bonjour. Et bienvenue sur la voie des 13 mères originelles. Je suis Alice de Bernard avec Claire Arnoux. et aujourd'hui on se retrouve toutes les deux pour que toi tu nous parles plus précisément des 5 mondes. Alors, Oui, alors j'avais envie cette année, au moment où on commence un cycle nouveau avec les 13 mères originelles, de pouvoir vous brosser un peu le tableau, le panorama dans lequel cette aventure-là, si vous avez envie de la suivre, désolée, va s'inscrire. Parce que habituellement, il y a une petite description dans les 13 mères originelles au tout début de comment cette histoire s'insère dans le contexte plus vaste du monde pour les Amérindiens. Et puis, c'est surtout à la fin, en fait. Une fois qu'on a rencontré les 13 mères originelles, on comprend à la 13e quelle était leur histoire, comment elles sont arrivées. Voilà. Et c'est à la fin que ça se boucle. Et donc voilà. jusqu'à ce moment-là, c'est vrai qu'il peut y avoir des petites questions sur mais comment elles sont arrivées là, mais voilà, il y a plein de petites interrogations. Et j'ai trouvé qu'en posant en fait un cadre un peu plus grand dès le départ, ça nous permettait de vraiment aller encore plus en profondeur sur le chemin qu'on va parcourir avec elle et de pouvoir comprendre comment notre parcours individuel peut s'inscrire dans un chemin plus collectif et comment ça peut servir l'ensemble en fait. Et du coup, j'ai eu envie de vous le proposer dès le début de ce cycle-là. Voilà, en remettant en fait le contexte de l'histoire des 13 mères originelles dans un contexte plus grand qui est l'histoire dans lequel s'inscrit l'histoire des 13 mères, qui est la création du monde pour les Amérindiens et donc l'histoire des 5 mondes. Voilà, et donc on en a parfois déjà entendu parler. Il y avait toutes les histoires de prophéties de 2012, voilà, qui tournaient un petit peu autour de ça, les calendriers mayas. Il y a aussi la prophétie arc-en-ciel ou celle du cinquième rêve, dont certains avaient peut-être déjà entendu parler. Enfin, ça fait plein de petites choses en fait qui n'ont pas forcément été reliées et pas encore reliées, en tout cas avec les 13 mères. Mais en fait, tout l'est. C'est simplement pour les Amérindiens, c'est un contexte dans lequel tout forcément, ça fait partie de leur histoire. Donc, les Mm. 13 mères s'inscrivent déjà officiellement dans une histoire qui est déjà connue. Mais nous, comme c'est pas notre culture, en fait, on n'a pas conscience de comment tout ça s'est relié. Et donc, du coup, de le savoir, ça peut nous permettre d'avoir un autre point de vue, un autre panorama sur tout ça. Et c'est pour ça que je vais vous la raconter. Alors pour ça, je vais m'appuyer vraiment sur ce qui est déjà dans le livre, donc ce qui est déjà au début et ce qui est à la fin, et Mhm. surtout sur le livre qui s'appelle La prophétie de la pierre de médecine que Jamie Sams a coécrit avec Twyla Natch, voilà, qui est Sénéca. Et donc là, il y a vraiment l'histoire de tous les mondes que je vais vous raconter. Ça a été un peu un challenge de le résumer, donc je vais pas tout dire forcément, sinon on pourrait pas faire de vidéo, ce serait beaucoup trop long. Donc je vais pas insister sur les choses qui sont vraiment géniales et c'est pour ça que je vous invite vraiment à acheter ce livre et à le lire s'il vous parle, que ce soit dans le cas de la première mère originelle ou même de la deuxième, parce qu'il parle aussi beaucoup du peuple des pierres et ça ce sera le cas à la deuxième. Parce que dans cette histoire de la création du monde, proprement dit, il y a toute la Genèse. Voilà, comme dans la Bible, il y a la Genèse à partir même de l'origine et du Big Bang. Voilà, et ça, c'est un passage que je ne vais pas raconter parce que je vais m'en tenir à l'histoire de la Terre. Mais donc ça, vous le trouverez si vous avez envie. Il y a plein de choses géniales aussi dans lesquelles je ne vais pas pouvoir insister parce que ce qui nous intéresse, c'est les humains, mais dans lesquelles la création du monde par les Amérindiens, elle inclut d'office le petit peuple, c'est-à-dire les elfes, les Devas et tout le peuple invisible. Il est déjà d'office. Donc ça, c'est génial d'avoir une histoire de la genèse, de la création du monde où il y a déjà tout ça, le peuple invisible. Donc voilà, mais ça, c'est des choses dont je ne vais pas pouvoir parler parce que je résume et je vais vous donner l'essentiel avec le cadre dans lequel les grands-mères, les 13 mères originelles vont arriver. Donc voilà, si vous avez vraiment envie de le lire, je vous incite à regarder ce livre-là, La prophétie de la pierre de médecine. Voilà. Et donc Ok. là, c'est encore une fois, je vais encore résumer parce que c'est l'histoire de la création des 7 mondes. Et moi, je vais Ah, parler que des 5 mondes. Voilà, les 5 mondes qui résument en fait l'histoire de la Terre à partir du moment où la Terre a été créée et où les humains sont arrivés. Et donc ensuite, on va voir à quel moment les 13 mères, elles, sont arrivées dans l'histoire des humains. Et on va aller jusqu'à l'endroit où on est exactement aujourd'hui, c'est-à-dire le passage du 4e au 5e monde. Et ensuite, il y a eu une prophétie du 6e et du 7e monde, mais ça qui sont des prophéties voilà, gardées par des voyants amérindiens, donc qui concernent encore le futur, encore plus lointain. Et donc ça, je ne vais pas en parler, je vais vraiment voilà,
je zoome sur le premier, l'histoire de la Terre du premier au cinquième monde, avec l'arrivée des 13 mers originelles et comment tout ça s'imbrique et comment cette histoire dans l'histoire peut nous permettre de mieux comprendre le chemin que nous proposent les 13 mers originelles en fait. Ok. Ouais, donc cette vision-là cette histoire autour des 5 mondes, donc ça a été gardé dans la sagesse amérindienne, puisque le livre dont tu parles, c'est une grand-mère, c'est ça qui le Oui, transmet. voilà, ça a été conservé en fait. C'est la transmission orale qui a conservé l'histoire en fait depuis la création de la Terre en fait. C'était une histoire qui se transmettait de génération en génération en génération et qui a été conservée et qui a été mise par écrit par Jamie Sams et Twyla Natch. Donc il y a vraiment une tradition orale qui s'est conservée. Et puis il y a aussi la tradition des voyants. Enfin, voilà, parce que c'était des personnes aussi qui avaient des dons et donc il y a aussi tout leur talent de parler avec le peuple des pierres, parce qu'en fait, ils ont aussi reçu cette histoire et elle leur a été rappelée parce qu'ils communiquent aussi avec les pierres, ils savent lire le langage des pierres qui, eux, ont gardé des archives de la mémoire de la Terre et qui leur ont aussi révélé des pans voilà, des prophéties à venir. Donc, c'est comme ça que c'est D'accord. jusqu'à nous. Après, chacun verra ce qu'il veut croire ou pas. C'est comme les 13 mères originelles, c'est des histoires et c'est des archétypes. Et les histoires peuvent guérir. Voilà, on connaît bien la vertu des contes de fées et des histoires. Et si vous connaissez ou si vous avez envie de connaître les 13 mères, je pense que vous allez être familiarisé avec le pouvoir de ces histoires-là sur nos vies, la manière dont ça peut nous changer, vraiment nous orienter, nous permettre de guérir certaines choses. Donc libre à chacun, à chacune de croire ou de ne pas croire, que ça reste une histoire, ça ne change rien au pouvoir de l'histoire, voilà, au trésor qui est caché dans l'histoire. Après que ça corresponde à une réalité, à chacun d'en juger. Voilà, c'est pas mon parti, c'est de vraiment transmettre cette histoire. Donc ça va? C'est à peu près Bah oui, clair? Ouais? allez, allez, on y va. Moi, je suis bien installée Bah oui, je vois que c'est comme oui, pour écouter l'histoire des 5 mondes. Et si jamais je suis perdue, je t'interromprai pour des éclairages supplémentaires. Oui, oui, avec plaisir. Donc voilà, je passe sur toute l'histoire de la genèse de la Terre, la création du Big Bang et l'apparition de la Terre. Et l'histoire commence avec la création du premier monde d'amour. Voilà, c'est le nom du premier monde, le monde d'amour. Donc ce monde, voilà, il ressemble au paradis que toutes les traditions ont déjà décrite en fait. Et donc la Terre est luxuriante. Donc il y a vraiment de la végétation partout, abondante. Les volcans, voilà, c'était de l'histoire ancienne, ils sont plus en éruption. La terre s'est stabilisée, voilà, tout le terrain a pu être fertilisé par tout cet engrais du volcan, toute cette chaleur. Il y a de l'eau, il y a de la terre, euh, il y a de la nourriture à profusion. Et les 5 races d'humains sont créées et voilà, viennent habiter la Terre. Donc il y a les 5 races, donc c'est-à-dire la race jaune, la race blanche, la race brune, euh, rouge et noire. Voilà, donc il y a la création des 5 races humaines qui viennent sur la Terre. Et tout le monde vit en harmonie, donc tout le monde vit les uns avec les autres. Pas besoin de chasser, tout le monde est végétarien, se nourrit de tout ce qui est là sans même avoir besoin de faire d'efforts. Et tout le monde parle la langue du cœur, donc qu'on appelle Aelowean, voilà, pour les Amérindiens. Donc il n'y a pas de langage articulé. Tout le monde se comprend, d'ailleurs que ce soit humain ou animaux ou petits peuples ou pierres, tout le monde se parle avec le cœur. Donc même pas besoin de faire des gestes et ça passe directement, juste en accordant de l'attention et de la présence à celui qui est en face. Il y a une communication directe qui s'établit. Le grand père soleil, donc le soleil est là, il chauffe tout le monde à profusion, vraiment le climat est tempéré et voilà, le soleil apporte l'abondance à, à tout ce petit monde qui vit en harmonie avec les animaux, voilà. Commence à basculer ce climat d'harmonie, comme à chaque fois dans chaque monde, avec la race jaune qui, d'un seul coup, prétend être de la couleur de Grand-Père Soleil et que la couleur de Grand-Père Soleil et donc cette chaleur, en fait, c'est celle qui permet à tout d'exister. Et donc, c'est la couleur de l'or, c'est la couleur du jaune. Et donc, voilà, ils sont supérieurs aux autres, ils se sentent supérieurs aux autres parce qu'ils sont de la même couleur que le Soleil. Et de la même manière, ils commencent à aller piller la terre de son or, en fait, qui a aussi la couleur du soleil, et ils commencent à extraire de la terre tout l'or qu'ils peuvent trouver.
Or, l'or a des propriétés magnétiques et sont essentielles pour la Terre. Donc, c'est ce qui lui permet de garder son axe. C'est ce qui lui permet vraiment, au niveau magnétique, électromagnétique, de se stabiliser. Donc, ça commence à perturber l'inclinaison de la Terre, la rotation de la Terre, l'accordance entre le cycle de la Terre et celui de la Lune. Donc, pour les Amérindiens, c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à changer et qu'on n'a plus des cycles de 28 qui étaient accordés entre les cycles de jour, les cycles de lune. Voilà, ça a commencé à ne plus aller dès ce moment-là où l'or a été extrait, pillé, voilà, carrément pillé des sous-sols de la terre-mère pour être collecté par les hommes comme le trésor, en fait, ce qui avait vraiment de l'importance et qui représentait le soleil, qui représentait ce qui avait de la valeur, qui représentait l'amour, en fait. Et donc, voilà, ça pouvait s'amasser. Devenu matériel, ça pouvait s'amasser. Devenu comme une couleur de peau, ça pouvait être supérieur aux autres. Et donc, ça a créé, là où il y avait l'abondance, ça a créé la peur de manquer. Voilà, donc ça a créé que certains pouvaient en avoir plus que d'autres. Ça a créé l'avidité, ça a créé la méfiance, ça a créé la misère, la haine, l'amertume. Et ça a commencé à déséquilibrer complètement ce premier monde. Et ce premier monde a été détruit. Voilà, il y a vraiment eu une destruction après par la terre aussi, l'esprit de la terre-mère, voilà, qui mettait fin à ce monde-là qui n'était plus en harmonie. Et pour ceux qui étaient restés connectés avec leur cœur, qui était le peuple qui avait le peuple vrai, celui qui avait la foi ou celui qui était fidèle. Après, il y a eu des traductions, voilà, qui l'ont appelé de différentes manières. Et donc, en tout cas, ce peuple-là qui était resté connecté à son cœur et à la terre-mère sans voilà, être altéré par toute cette avidité, cette méfiance, s'est réfugié sous terre. La terre les a appelés. Ils ont senti que c'était le moment où il était temps d'aller se cacher pour pouvoir survivre à la destruction du monde. Et donc, ils se sont réfugiés dans des tunnels sous la terre, dans la terre intérieure, pendant que le monde a été détruit par le feu. Voilà. Donc, la première premier déséquilibre était lié à cet amour de grand Père Soleil, voilà, qu'ils ont voulu s'accaparer. Ça a été détruit par le feu. Il va y avoir des liens entre la manière dont chaque monde la vertu de chaque monde, le déséquilibre de chaque monde, à quoi il était lié, et la manière dont le monde a été détruit. ouais. Il va y avoir des liens. Donc le peuple s'est réfugié sous terre, dans la terre intérieure, pour comprendre les leçons de ce premier monde, de ce qui s'était passé. Donc chaque spécimen de chaque espèce s'est réfugié sous terre, et donc sous terre, ils avaient tout ce qu'il fallait. Donc ils ont compris que cet amour inconditionnel qui était offert à profusion avait été remplacé par la peur de l'obscurité, par l'ombre, et donc du coup par la peur, la haine et la jalousie qui ont fini par naître. Et ils sont restés le temps qu'il a fallu, jusqu'à ce que leur soit promis, voilà, que quand ils allaient revenir sur la Terre pour recommencer tout à zéro et revenir en surface, que les peuples allaient pouvoir être unis, et en hommage à ce qui leur avait été promis comme possibilité quand ils allaient revenir au-dessus, est née l'aurore boréale, voilà, donc l'arc-en-ciel tournoyant. Et donc quand ils sont sortis, il y a eu l'arc-en-ciel tournoyant, donc l'aurore boréale, qui les accueillait. Voilà. Et donc, c'est aussi un phénomène magnétique qui pourrait avoir été lié aussi au fait d'enlever l'or et de tout ce qui s'est passé au niveau de la rotation de la Terre. Voilà, donc c'est né, et cette promesse-là de l'unité de l'arc-en-ciel tournoyant leur a été faite et manifestée par l'aurore boréale quand ils sont revenus au-dessus. Pendant ce temps, donc là, on peut connecter avec les 13 mères originelles. Donc l'histoire des 13 mères commence là. C'est-à-dire que la terre-mère a été tellement blessée aussi par la manière dont les humains ont transformé cette abondance en manque. Et donc forcément, la terre a été pillée, mais aussi le corps des femmes. Voilà. Les corps des femmes ont commencé aussi à être profanés à ce moment-là. La terre a été profanée, les corps des femmes ont été violés parce qu'il y a eu manque, il y a eu avidité. Donc voilà, tous les abus liés au féminin ont aussi commencé à ce moment-là. Et donc la terre-mère a promis voilà, que pour réparer toutes ces blessures-là, elle allait donner naissance aux 13 mères originelles qui allaient permettre aux femmes d'être porteuses de vertus et de capacités qui allaient guérir en fait toutes les blessures qui avaient été causées par ce qui était produit dans le premier monde comme déséquilibre et comme abus. Et donc, les 13 mères originelles sont arrivées comme promesse et comme création de la Lune et de Grand-Mère Terre, et elles sont venues s'incarner, voilà, depuis l'esprit jusque dans la matière, au moment du deuxième monde, de l'apparition du deuxième monde, pour permettre aux hommes de se connecter aux vertus de la femme du féminin profond, qui sont voilà, l'amour inconditionnel, l'amour nourricier et toutes les vertus qu'on va découvrir ensuite
à travers chaque visage de chaque mère originelle. Donc elles sont venues s'incarner là en même temps que ceux qui avaient survécu remontaient à la surface de la planète. Et ensuite, vous verrez, vous comprendrez pourquoi, par exemple, dans les mers originelles, on parle justement de cette période où c'est le monde de glace. Enfin, il y aura plein d'allusions que vous allez pouvoir comprendre en sachant ça. Parce que c'est pas du monde aujourd'hui dont on parle, c'était vraiment de cette époque-là, vraiment très particulière. Donc les 13 mers originelles et cette tradition remontent voilà, à des millénaires qui remontent à la période de la première glaciation. Donc le monde a été détruit par le feu, ils sont remontés et cette fois-ci quand ils sont remontés, ce qu'ils ont découvert c'était un paysage de glace, des montagnes de glace, des crevasses, il n'y avait plus rien à manger, c'était plus du tout le même climat, ça n'avait rien à voir avec avant. Donc ils se sont réfugiés dans les cavernes, voilà, c'est le seul endroit où ils pouvaient à peu près survivre. Ils avaient froid, ils n'avaient rien pour se vêtir, ça n'avait rien à voir avec le monde ni d'avant ni de la terre intérieure dans laquelle ils étaient protégés. Et donc, ils allaient clairement mourir voilà, au moment où ils sont remontés. Et en communiquant toujours pareil avec le cœur et avec les animaux et toutes les races qui les entouraient, ils ont échangé, ils ont communiqué et les animaux ont décidé de s'offrir aux humains pour que les humains puissent survivre. Parce qu'ils étaient complètement déconnectés même de l'instinct de survie qui pouvait être proche de celui des animaux. Et ils ne savaient rien faire. En fait. Ils ne savaient pas comment faire face en fait, à ce qui leur arrivait. Et donc, en mangeant les animaux, déjà, ils allaient pouvoir survivre parce qu'il n'y avait rien à cultiver, il n'y avait rien à manger au niveau du végétal. Et en les mangeant dans l'amour, parce que ce qu'on mange, on devient un avec lui, on l'incorpore à qui on est. Et parce qu'ils se sont donnés et offerts dans l'amour, parce qu'ils n'ont pas aussi chassé, ni voulu tuer, ni voulu prendre. Ils ont reçu et les animaux se sont donnés. Et donc, parce que ça a été fait comme ça et parce qu'ils le mangeaient, ils faisaient un avec eux dans l'amour, ils ont pu commencer à recevoir l'instinct, cette partie d'instinct, de conservation qui fait partie des animaux et à commencer à pouvoir survivre. Ils ont utilisé forcément leur peau aussi pour se vêtir, pour se protéger. Ils ont utilisé leurs os. Voilà, ils ont utilisé chaque partie du corps animal et du coup, la tradition qu'on connaît encore des Amérindiens, ils demandent à l'animal, ils ont besoin de l'animal pour survivre. Ils vont pas le tuer pour prendre. Ils demandent d'abord, ils font une prière et l'animal ensuite vient s'offrir. Et ensuite, ils relâchent l'esprit de l'animal. Donc, ça n'a rien à voir avec la chasse telle qu'on pourrait l'apercevoir à l'occidental. Donc, la manière dont les humains ont commencé à manger de la viande, ça a été là, à ce moment-là, parce qu'ils en ont eu besoin, parce que c'était une question de survie et parce que le peuple animal s'est offert aux hommes. Donc, à partir de là, ça a commencé à aller à peu près. Ils ont commencé à survivre. Et puis, il y a la deuxième révolution, c'est le cadeau du feu. Voilà, ils ont découvert aussi le feu, donc ils ont pu se chauffer aussi dans les grottes. Et au fur et à mesure, voilà, ça devenait moins difficile. Donc, il y a eu un début d'ordre qui a commencé à se créer, il y avait des débuts de rituels, et puis ils communiquaient beaucoup avec les animaux, donc ils ont commencé à se construire par totem, avec des animaux totems, donc il y avait des clans suivant les animaux, différentes tribus. Et puis, au fur et à mesure qu'ils amassaient de la connaissance dans la survie, sur ce qu'ils pouvaient manger ou pas manger, faire ou pas faire, la manière dont il fallait chasser, ils ont commencé à développer du langage. Et ça, encore une fois, c'est les animaux qui l'ont apporté. C'est le loup blanc qui est venu apporter le langage. Et donc, ils ont commencé à avoir un langage élaboré, plus évolué. Donc, pas seulement des grognements, pas seulement des signes, mais vraiment un langage articulé. Et à partir de ce moment-là, ils ont pu commencer à se transmettre, par exemple, des plantes qui se mangeaient, qui étaient comestibles, celles qui l'étaient pas, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait pas faire. Et ils ont commencé déjà à se transmettre des choses et aussi à se souvenir, à commencer à se rappeler, à engranger des connaissances. Et donc, le lobe frontal a commencé à devenir de plus en plus important. Et cette époque-là, elle n'a non pas vu l'hégémonie de la race jaune comme la première, mais cette fois-ci, c'était la race brune. Voilà. Et cet âge d'or de la race brune, en tout cas, se manifestait par des lobes frontaux de plus en plus évolués pour stocker toutes ces connaissances, développer le langage, créer du souvenir. Et donc, ils ont commencé aussi à développer les arts. Voilà, la beauté, le langage, donc aussi la musique, la médecine, voilà, la peinture. Voilà, on garde encore des traces sur certaines grottes. Et la vie a commencé à s'allonger et à avoir de plus en plus de confort. Mais au fur et à mesure, encore une fois, ce monde s'est déséquilibré. Les enseignements de leur totem ont commencé à être ignorés. Dans la langue, on finit par naître des mots qui n'étaient plus créateurs de beauté, mais de plus en plus affreux, synonymes de convoitise plutôt que d'harmonie, de domination plutôt que de collaboration. Et il y a commencé à avoir un totem qui vaut plus qu'un autre. Et voilà, ils ont commencé à vouloir encore se dominer les uns les autres.
Et donc l'harmonie, encore une fois, a été détruite. Voilà, la volonté d'avoir plus de puissance qu'un autre a pris le dessus sur le fait de devoir survivre et devoir prendre soin de la famille. Donc les hommes ont commencé à s'intéresser à d'autres choses, à devenir plus exigeants vis-à-vis des femmes, à vouloir des femmes pures, à vouloir des femmes qui puissent contrôler les enfants pour pouvoir avoir le plus gros clan. Enfin voilà, ça commençait à faire de plus en plus de contrôle aussi sur la femme. Et voilà, la femme n'avait plus spécialement envie de faire des enfants non plus. Elle se sentait pas protégée dans ce cadre-là, dans ce contexte-là. Et en plus, il y a eu un phénomène vraiment purement physique qui faisait que les enfants naissaient avec des plus grosses têtes que les bassins des femmes. Donc, beaucoup mouraient en accouchant, en fait, parce qu'elles ne pouvaient pas accoucher des bébés à des aussi grosses têtes. Donc, l'espèce même commençait à mourir d'elle-même, en fait. Donc, encore une fois, voilà, ce monde se terminait. La Terre, voilà, mettait fin à ce monde pour en préparer un nouveau. Et cette fois-ci, donc ce deuxième monde, comment il s'appelait? Le monde de glace. Ce deuxième monde de glace s'est terminé par la glace, encore une fois. Et les humains qui étaient restés connectés à leur cœur ont entendu que c'était la fin. Et hop, ils sont encore une fois réfugiés sous terre. Et pour être protégés, le monde voilà, s'est terminé au-dessus. Et ils ont encore une fois essayé de voir ce qu'ils avaient appris comme leçon, ce qu'ils pouvaient tirer comme leçon de ce qu'ils avaient vécu dans ce deuxième monde. Et donc, ils ont compris qu'ils avaient pu apprendre à travailler ensemble sans ego, dans la conscience du groupe, dans l'unité au tout début, à partir de cette situation de survie. Et puis tout à coup, ils avaient les outils, donc ils avaient vraiment commencé à créer une collaboration en tribu, voilà, vraiment pour l'harmonie et l'unité du groupe dans le sens de la globalité. Et qu'au fur et à mesure, voilà, il y avait l'ego qui était apparu avec la volonté de dominer, le déséquilibre intérieur qui avait remplacé l'équilibre, et puis la volonté de domination qui avait remplacé la volonté de coopération. Et donc, voilà, c'est ce qui s'est produit. Et ils ont appris ces leçons tant qu'ils étaient sous terre. Ça va jusque-là? Ouais, très bien. C'est aussi, il y a plusieurs niveaux dans les histoires. Hein. Ouais. C'est aussi ce qu'on vit tous à un moment donné. Voilà, la séparation avec le paradis. Enfin, voilà. Comme il y a beaucoup de mythologie, il y a les 7 mondes, les 7 chakras, les 7. Enfin, il y a beaucoup de choses avec ces 7 niveaux-là. Donc, voilà, on peut vraiment l'entendre à plein de niveaux. Donc ensuite, donc il remonte pour le troisième monde, qui s'appellera le troisième monde de l'eau. Et quand il remonte, voilà, il y a plus de glace, la glace a fondu. Il y a qu'un seul continent, qui est le continent de la tortue. Voilà, vraiment le continent de la tortue, c'était, elle a existé qu'à ce moment-là, et aujourd'hui on appelle le continent nord-américain l'île de la tortue encore. Et c'est en souvenir de ça, même si cette île, elle a été en plusieurs morceaux. Vous verrez pourquoi et à partir de quel moment dans l'histoire du Second Monde. Mais voilà, on l'appelait l'île de la Tortue et c'était un continent géant. Il n'y avait qu'un seul continent et l'eau était autour. Donc la glace a fondu, tout a reverdi. Voilà, il y a eu de nouveau le peuple des plants qui a couvert cette île. Voilà, ça changeait de paysage, du paysage du monde de glace. Et puis, il y avait toujours l'arbre de vie. Alors, j'en ai pas parlé avant, mais l'arbre de vie était aussi là. Donc, l'arbre de vie, en fait, c'est lui qui réensemençait à la fin de chaque destruction de chaque monde. En fait, l'arbre de vie porte les semences de toutes les plantes du monde entier, de tous les fruits du monde entier. Et donc, voilà. Et c'est cet arbre de vie-là, à chaque fois, qui réensemençait la terre au complet. À chaque fois qu'il y avait une destruction de monde, voilà, il réensemençait la terre. Et donc, il avait toutes les graines possibles. Voilà, donc à chaque fois, les humains remontaient, l'arbre de vie redonnait naissance à la végétation, et puis, en fonction du climat et de ce qui pouvait pousser, évidemment, hein, et les humains revenaient et repeuplaient avec les animaux la planète. Cette fois-ci, donc voilà, ils arrivent, tout se passe bien, encore une fois. Et puis là, il n'y a plus trop de difficultés comme ce qu'ils ont rencontré à l'âge de glace. Et cette fois-ci, ça va être l'hégémonie de la race blanche. La race blanche qui commence à trouver dans le sol de la terre-mère des tunnels et des cristaux. Des cristaux, voilà, des cristaux blancs de quartz. Hein. Et ils trouvent ça dans les tunnels de la terre-mère et ils commencent à trouver des moyens de prolonger la vie. Ils commencent à fabriquer des vaisseaux solaires. Ils commencent à fabriquer une science propre, vraiment qui respecte la terre, qui respecte tous les règnes. Et c'est l'hégémonie de cette race-là où la science permet de grandes avancées pour les hommes, mais aussi pour tout le monde. Voilà. Et puis, encore une fois, ça commence à décliner et la race blanche finit non plus par vouloir améliorer et progresser dans une
une harmonie qui satisfait tout le monde, mais ils commencent à avoir peur de se salir. Ils commencent à abuser de leur autorité et ils commencent à vouloir tout contrôler. Voilà, que ce soit comme ci, il n'y a pas d'autre manière de faire que comme ça, et il faut que ça reste propre, il faut que ça reste contrôlé d'une certaine manière. Et donc, avec cet esprit de science qui a encore une fois dépassé les limites, qui ne sert plus l'harmonie, mais qui sert le contrôle, ça a basculé. Et donc, du coup, la vie a fini par même devenir source de danger, source d'impureté, source de non-contrôle. Voilà, pour cette race blanche qui a voulu vraiment asseoir sa domination au niveau de la science. Voilà. Et l'arbre de vie lui-même a commencé à devenir même un danger aussi, parce qu'il représentait la vie, la profusion, et il représentait pas le contrôle de la science voilà, qui pouvait être un univers très blanc, très contrôlé, très voilà, mécanisé. Et ils ont inventé une substance blanche, voilà, qui recouvrait tous les sols et qui finissait par forcément étouffer la terre-mère et étouffer toute vie, et qui était blanche et dure comme de la roche. Et cette substance blanche, ils en ont arrosé toute la superficie de la planète. Et forcément, l'arbre de vie, lui, il allait mourir. Ça a étouffé ses racines. Et donc, l'arbre de vie était en danger. Donc, tout le monde qui était encore un peu éveillé, connecté à son cœur, encore une fois, et qui n'avait pas coupé sa connexion avec la terre-mère et avec tous les règnes, sont venus autour de l'arbre de vie en disant mais là on peut pas laisser faire ça. Là c'est la première fois que ça se passe. Là il faut qu'on fasse quelque chose. L'arbre de vie il va mourir, donc cette fois-ci le prochain monde il va pas se passer comme une lettre à la poste comme les 2 premières fois. Là il est temps. Et donc tous les petits peuples et tout le monde s'est réuni. Mais voilà, l'arbre a décidé de ne pas aller dans la bataille encore une fois contre cette race blanche, et a décidé voilà, que c'était la fin, qu'il n'y avait plus moyen de toute façon de pouvoir résister à ce que la race était en train de lui faire, et de cette substance-là qui était trop solide de toute façon pour qu'on puisse y faire quoi que ce soit. Et puis en plus, ils arrivaient avec des énormes machines pour tailler les racines, donc vraiment ils avaient décidé et personne n'avait le pouvoir de résister. Donc tant que l'arbre de la vie était encore capable de leur parler, et voilà, dans ces derniers instants, il a dit à tous ceux qui voulaient contribuer à sauver quelque chose, que c'était pas lui qu'il fallait sauver, mais que c'était les graines. Voilà, et il les a incité à prendre toutes les graines, tous les fruits qu'ils pouvaient, que chacun qui puisse porte et puisse aller se réfugier sous la terre pour pouvoir réensemencer ensuite le prochain monde. Mais effectivement, lui serait plus là. Donc voilà, l'arbre de la vie a été abattu, coupé, taillé, tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, et les autres se sont encore une fois réfugiés sous les sous-sols de la terre-mère avec les graines de l'arbre de vie. Et pour se faire les gardiens de ces graines-là du futur, mais aussi la connexion au cœur, et préserver ce langage-là de l'amour et le garder vivant. Voilà. Donc ils sont retournés. Et à partir de ce moment-là, il est dit que subsister, voilà, vivre dans l'abondance sans avoir besoin de faire quoi que ce soit, ne serait plus un droit comme ça l'avait été dans les précédents mondes, mais que ça deviendrait un privilège. Voilà, qu'il allait falloir gagner sa subsistance. Et donc cet arbre-là, donc les blancs, hein, la race blanche qu'on appelait les Kagan à l'époque, sont venus, l'ont coupé, et à un moment donné, ils ont extrait les racines. Ce monde-là s'est terminé par l'inondation, et de l'endroit où il y avait les racines de l'arbre a jailli un immense geyser et a recouvert la terre entière, et ce monde s'est écroulé sous l'eau. Voilà, pendant que les autres étaient en dessous, s'étaient réfugiés en dessous. Voilà, et donc il s'est terminé par l'inondation. Donc ils sont retournés en dessous. Voilà, pendant ce temps-là, les continents certaines parties sont restées sous terre. D'ailleurs, voilà, il y a encore des continents qui sont engloutis aujourd'hui. D'autres se sont séparés. Donc c'est à partir de là que sont nés les 5 continents. L'île de la Tortue n'était plus, voilà. Et donc après, je sais pas, ça a dû te faire penser à certains trucs avant d'aller sur l'histoire du 4e monde. Hein. Il y a plein de trucs. Alors attends, moi je suis passée par les mystérieuses cités d'or, Mendoza qui pillait l'or. Ensuite, j'étais chez Avatar. Voilà. Et maintenant, j'étais dans l'Atlantide. Donc oui, il y a plein d'images là. Hein. Ouais, et donc ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils ont gardé, après, c'est à chacun de savoir si c'est une histoire ou pas, mais cette mémoire-là, voilà, elle est mise en cohérence dans cette histoire, et on retrouve en fait tous ces morceaux qui pourraient paraître éclectiques, voilà, et là, ils sont remis, recollés, ça prend du sens en fait. Oui, et puis on a ce qui est intéressant, enfin moi ce qui me parle là, c'est la charnière entre chaque monde, la bascule. Ouais. Et puis tous les échos par rapport à notre vie actuelle aussi, hein, quand tu parles là,
de la matière dure qui recouvre le sol partout. Oui. Ouais, donc voilà, il y a beaucoup de choses dans ces histoires. On commençait un peu à le sentir. Donc, ils sont retournés sous la terre. Donc, les continents se sont séparés. Certains sont restés sous l'eau. Et il leur a été fait la promesse avant qu'ils remontent que cette fois-ci, plus jamais une race ne dominerait une autre. Voilà, le temps de la domination d'une race sur une autre était terminé. Qu'il y aurait plus de suprématie, plus de contrôle possible, et donc il y aurait une égalité. Qu'il pourrait y avoir une égalité entre les peuples, Et entre les races d'hommes. quand tu dis il leur a été fait la promesse, ça émane du cœur de la terre. Oui, de la terre-mère, ouais, de l'esprit de la terre-mère, parce qu'en fait, ceux qui survivaient, ils n'ont jamais été coupés en fait de cette connexion à la terre-mère, donc ils l'entendaient dans leur cœur. En fait, c'était une voix qui était présente en eux, comme dans les 13 mères originelles, on les entend tout le temps. Elles disent tout le temps qu'elles entendent la voix de la terre-mère à l'intérieur d'elles. Mm. Donc voilà, ils ont jamais cessé d'être liés, donc c'est comme ça que ça leur a été dit. Et donc voilà, il leur a été promis que cette fois-ci, il n'y aurait plus un qui dominerait l'autre. Et ils sont revenus réensemencer le monde. Et cette fois-ci, ils se sont répartis. Il y avait 5 continents et ils se sont répartis, chaque race un peu sur un continent. L'arbre de vie n'était plus, donc il y avait certains qui étaient porteurs de graines, donc pareil, certaines graines étaient sur certains continents. Donc ça a créé aussi un peu les climats tels qu'on les connaît, très différenciés, des choses très différenciées. Les langues et les cultures, forcément, sont encore une fois devenues très, très différenciées. Il y avait plus non seulement la langue de l'amour qui a toujours resté conservée par certains et le langage articulé, mais maintenant des centaines, des milliers de langages articulés différents. Et donc voilà, tout a été réensemencé, des nouvelles langues, mais aussi des nouvelles croyances, des nouvelles religions. Parfois, les animaux ont pu être mis sur des piédestaux et voilà, adulés comme des dieux, et puis ensuite complètement détruits, complètement pillés, mis en esclavage, voilà, et exploités. Un autre moment, ce fut les femmes, voilà, comme des déesses et voilà, adulées, et puis un autre moment complètement voilà, pillé, abusé. Et c'est le monde, en fait, c'est le début du monde tel qu'on le connaît, hein, des 2000 dernières années. Hein. Voilà, c'est des continents très différents, des cultures très différentes. Alors effectivement, il n'y en a jamais un qui domine vraiment complètement les autres et ça finit toujours par s'équilibrer, mais c'est tellement différent en fait que il y en a un qui finit parfois par dominer pendant un moment et puis ensuite c'est autre chose, et puis des empires sur des empires, et puis des diversités de croyances et de cultures très différentes, de religions très différentes, des guerres, des épidémies. Puis malgré tout, reste certains gardiens qui restent gardiens de cette flamme, de ce langage aussi du cœur, malgré tout, quoi qu'il en soit, et qui parfois, quelles que soient les traditions, se rassemblent et se reconnaissent. Donc tout coexiste dans ce monde-là. Parfois même l'apparition des dogmes sexuels, encore une fois, il y a certains qui cherchent des femmes pures pour correspondre à des critères religieux. Et en tout cas, ce qui reste de plus en plus le cas, c'est une perte de connexion spirituelle de plus en plus. Voilà, un éparpillement dans des croyances, dans des religions, dans plein de choses, et une perte de connexion spirituelle de plus en plus, avec seulement certains rares qui gardent cette connexion-là à l'intérieur d'eux. Et donc, ce qu'on vit, effectivement, c'est plus une domination de certains sur d'autres, parce que ça, effectivement, c'est terminé. Mais ce qu'on vit, c'est vraiment le nom du quatrième monde, c'est le monde de la séparation. C'est qu'effectivement, voilà, il n'y a plus un qui domine, mais qu'on est tous séparés, clivés, et que ça finit par créer des polarités, des oppositions et des souffrances. Voilà. Et donc ce monde-là, voilà, aurait dû se terminer, va peut-être se terminer. Ce qui a été dit, c'est que ce monde-là se terminerait par une inversion des pôles. Carrément. S'il n'y avait pas, mais cette fois-ci, cette fin de monde, elle va être particulière parce qu'elle se produira seulement s'il n'y a pas d'harmonie, s'il n'y a pas d'équilibre qui se fait entre les humains qui vont vouloir retrouver un monde qui sera celui de la paix, de l'harmonie, tous ensemble, et ceux qui vont vouloir garder un monde de séparation, de polarité, de souffrance. Donc, s'il y a un équilibre qui est trouvé, cette inversion des polarités n'aura pas besoin de se passer dans le monde physique. Par contre, s'il n'est pas trouvé, s'il y en a un qui vraiment qui domine plus que l'autre, il aura lieu. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était indépendamment de tous les problèmes qui étaient liés, voilà, au climat, à la sécheresse, aux tornades, parce que ces problèmes-là, voilà, ils apparaissent liés au déséquilibre qu'on a créé physiquement en construisant des maisons là où il fallait pas, en détournant des fleuves à d'autres endroits. Donc ça, c'est une chose, et il y a des conséquences mécaniques pour tous ces actes-là qu'on est en train de subir actuellement, avec des sécheresses et avec des tornades et voilà, ce genre de choses. Et l'inversion des pôles se rajoute à ça. C'est autre chose. Voilà.
Donc ça peut Oui, permettre aussi de comprendre un peu. oui, oui, l'inversion des pôles, c'est presque même le système de survie de la planète. Voilà, c'est la fin du quatrième monde, mais qui n'est pas obligé de se produire sur un plan physique. Voilà. Et donc, ça Mhm. dépendra de l'équilibre qui sera restauré. Et donc, la fin de ce quatrième monde et le passage de ce cinquième monde, on y est déjà. En fait, on est déjà arrivé au cinquième monde parce que c'était en 2012 qu'il y avait cette bascule. Donc, cette fameuse prophétie Maya, la fin du calendrier, c'était ça, en fait. C'était le début c'était pas la fin du monde, c'était juste le début d'un autre monde, d'un autre cycle, voilà, qui commence à arriver au cinquième. Et donc, voilà, le début du cinquième monde, c'est tel qu'on peut choisir de le vivre ou pas. Hein, et donc, du coup, soit ça va aller jusqu'à une inversion d'épaule et puis il faudra recommencer tout depuis le début, voilà, pour arriver au cinquième monde. Soit on peut le créer dès maintenant, en fait, si la proportion de personnes qui ont envie de cheminer dans l'harmonie et dans l'équilibre intérieur est plus grand que ceux qui choisissent de rester dans des pôles. Des polarités, des oppositions, des souffrances qui les protègent apparemment de la domination de l'un sur l'autre, mais en fait qui les coupent de l'unité. C'est qu'on bascule au fur et à mesure dans le cinquième monde de l'illumination, de la paix et de l'harmonie. Donc c'est vraiment le cinquième monde de l'illumination. Il est possible qu'on puisse basculer dans ce cinquième monde sans avoir besoin de détruire celui-là, en fonction de l'équilibre, voilà, de l'équilibre qui sera. Et donc, ce chemin-là que nous invite à faire les 13 mères originelles, c'est ça. C'est de retrouver, donc les 13 mères originelles sont venues dans le monde de glace, elles ont laissé leurs enseignements et c'est comme ça qu'ils ont été transmis, c'est là qu'elles se sont incarnées. On ne sait pas trop à quel moment elles l'ont quitté, mais on peut supposer que c'est vers le troisième, je ne sais pas. En tout cas, elles ont quitté la Terre et elles ont fini par être préservées par les humains qui les avaient gardés, ces enseignements, et puis dans l'esprit, elles ont toujours été présentes. Et donc, elles nous proposent de reprendre ce fil-là de la féminité, de la sororité, et pour tisser ensemble, en fait, ce socle-là qui va permettre dans le cercle, justement, qu'il n'y ait pas la domination. Et donc, c'est aussi, encore une fois, très associé au féminin, aux qualités féminines, mais auxquelles certains hommes peuvent être sensibles, hein, encore une fois. C'est pour ça que parfois je dis féminin plutôt que féminité, parce que c'est aussi des qualités qui peuvent être Ouais, ouais. utilisées par les hommes, même si pour nous, les femmes, c'est beaucoup plus naturel de protéger la vie parce qu'on la porte. C'est beaucoup plus naturel de ne pas faire à la terre ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Voilà. Et donc, il y a vraiment toutes ces vertus du féminin et du cercle qui peuvent tisser ce pont du quatrième au cinquième monde. Et c'est ça que nous proposent les 13 mères originelles d'accomplir. Pour nous à l'intérieur d'abord, pour remplacer ce conflit intérieur, ce déséquilibre intérieur par un équilibre, par une unité, par une harmonie intérieure, donc c'est-à-dire de voir toutes les parts de nous, en fait, qu'on peut parfois même voir à travers les 13 mères originales différentes, et toutes ces parts blessées en nous, toutes les fois où on se sent séparé, clivé à l'intérieur de nous, qu'il y a des oppositions, elle nous propose de les accepter telles qu'elles sont, toutes ces parties-là, de les réunifier dans l'amour, de les accueillir dans l'amour pour qu'elles fassent qu'un, qu'on devienne une personne en fait avec toutes ses polarités, sans que ce soit un miroir brisé, mais vraiment comme une boule à facettes, voilà, avec plusieurs facettes différentes. Et elle nous propose de faire ce chemin-là vers la réunification intérieure pour pouvoir ensuite, à l'extérieur, contribuer et tisser ce pont-là pour qu'on passe du quatrième au cinquième monde, du monde de la séparation au monde de l'illumination. Voilà. Et comme on a pu le voir au moment du deuxième monde, voilà, c'est vraiment un déséquilibre intérieur à un moment donné, comme au premier monde aussi, c'est la peur de manquer de l'abondance qui crée ce déséquilibre, qui crée l'avidité, c'est l'envie de dominer ou l'envie d'avoir plus, ou voilà, la peur de ne pas valoir assez par rapport aux autres au deuxième monde, qui crée encore une fois ce déséquilibre intérieur, qui crée un déséquilibre extérieur. On a vu à chaque fois comment ça provenait aussi d'une intériorité que certains avaient pu garder, d'un contact avec ce qui était vrai en eux, avec eux et avec la terre-mère et toutes ces relations. Et donc, du coup, c'est ce que nous proposent les 13 mères. Qu'il n'est pas trop tard, que ce chemin-là existe encore, qu'il a été gardé, qu'il a été amené, qu'il a été préservé et qu'on peut choisir de cheminer sur cette voie qui va nous permettre de retrouver cette harmonie-là intérieure à l'intérieur de nous, de réécouter avec le langage du cœur, sans mots, à l'intérieur de nous. Vraiment, il n'y a personne pour nous guider. C'est à l'intérieur que ça se trouve. Et pour ressouder cet équilibre à l'intérieur et créer ce cinquième monde, du coup, d'illumination. Mm. Voilà. Et tu... Donc ça, c'est plutôt une prophétie, le cinquième monde, puisque on n'y est pas complètement, on y est un peu... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on peut y être aussi, même en parallèle du quatrième. Enfin, on peut vivre dans les deux.
en ce moment. Oui, ce qui est Même compliqué, personnellement. du coup, il y a certaines personnes qui peuvent déjà être dans le 5e et certaines qui sont encore dans le 4e. Et parfois, tout coexiste dans le même monde, en fait. On est déjà dans une transition. Mais en Oui, fait, on vit des réalités tellement différentes, suivant la manière dont on pense, la manière dont on voit le monde, la manière dont les endroits où on vit. En fait, ils coexistent déjà et on n'est pas voilà. encore passé dans autre chose. Donc, c'est ça qui est compliqué. C'est la subtilité du passage de ce 4e monde qui dépend vraiment d'un équilibre des forces et d'une proportion, vraiment d'une proportion subtile, qui n'est pas une proportion en termes de domination, mais une proportion en termes de quantité suffisante pour faire basculer les choses, en fait. Mhm. Voilà. Et en termes de graines semées. Voilà, c'est tout un. Mhm. Et du coup, c'est très subtil, mais ça permet de comprendre un peu mieux les choses. Je pense que ça remet un puzzle global parmi plein de choses qu'on a pu entendre à droite, à gauche. Et puis, ça donne du sens au chemin qu'on peut faire pour nous et comment on peut avancer aussi pour les autres. Enfin, voilà. Moi, en tout cas, pour moi, ça me parle beaucoup. J'ai mis du temps à reconstituer ce puzzle-là avec tous les bouquins parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui était dit et pourtant, c'était pas dit comme ça. Donc, j'ai fait un grand travail pour remettre en ordre en fait et retrouver l'endroit où les grands-mères arrivaient et le sens que ça prenait. Mais ça me parle beaucoup comme ça. Et je pense que Mhm. ça faisait partie des choses qui étaient acquises en fait. C'est pour ça que elles n'ont pas été dites comme ça. Mais quand on lit le début du livre de Jamie Sam, c'est la fin. Maintenant, vous reconnaîtrez. Maintenant que vous avez entendu ça, vous reconnaîtrez. Et si vous lisez les prophéties, enfin, vous allez trouver les morceaux. Voilà. Mhm. J'avais envie de vous offrir ce tout-là parce que moi, il me parle beaucoup et je trouve que voilà, quand on commence à cheminer d'emblée de cette manière-là, voilà, ça peut aussi donner un autre élan, donner une autre profondeur, donner une autre compréhension en fait. Bah oui, ça donne un sens encore plus grand. Le fait qu'elle soit incarnée, tu vois, tu dis du deuxième au troisième monde? Elles sont venues s'incarner au moment du deuxième monde de glace. Oui, à l'âge de glace, là. Mm. Et quoi, enfin, moi, ce que je retiens, elle s'incarne donc dans des femmes parce que, à un moment donné, voilà, ils se coupent du cœur de la terre et que on va dire, les attributs ou les comportements du masculin ont pris le dessus. De compétition, de conquête, de domination. Enfin, c'est des choses que je porte aussi en moi, hein, qui parfois prennent le dessus aussi. Mm. Euh, donc je comprends pourquoi, voilà, on les fait s'incarner dans des corps de femmes et qui, elles, donc ces 13 mères originelles, vont par contre ne pas disparaître avec aucun monde, puisqu'ensuite elles sont éternelles en fait. Elles Depuis sont cette éternelles, jusqu'à. mais c'est pas pour autant qu'elles choisissent de rester. Ouais, Elles sont d'accord. éternelles, ça veut dire qu'elles peuvent choisir de venir et de partir. Elles sont venues pour expérimenter ce que c'est que d'être un humain en gardant leur cœur intact, c'est-à-dire en gardant leur cœur relié. Et elles ont appris à vivre les expériences de l'humanité en arrivant donc dans des corps de femmes donc adultes. L'histoire veut dire adultes. Elles arrivent dans des corps de femmes adultes pour expérimenter vraiment ce que c'est que de vivre tous les défis que rencontrent les humains. Donc, c'est-à-dire pour pas rester simplement dans le monde de l'esprit, mais vraiment comprendre à quel point c'est difficile et vraiment aller se cogner avec ces réalités de la vie humaine, mais en gardant leur cœur connecté à toutes ces vertus-là, au langage du cœur et à la terre-mère. Elles trouvent la force de dépasser ces défis-là pour grandir, pour révéler encore plus qui elles sont et pour apporter du coup des voies de dépassement de ces défis à leur manière et donc des enseignements à leur manière. La première à sa manière en apprenant la vérité, la deuxième en apprenant en honorant la vérité. Donc elles trouvent chacune en fait des manières de dépasser ces défis avec des médecines différentes et du Mmh. coup qu'elles ont apprises en étant humaines, donc qu'elles vont pouvoir transmettre à des humains. Parce que Voilà. c'est pour ça qu'elles sont venues. C'est pour pouvoir transmettre quelque chose qui change la vie. Et c'est ça pour moi la vertu de cet enseignement-là, c'est qu'il change la vie quand on se laisse enseigner. Quand on Mmh. l'intègre dans notre vie, ça change les choses. C'est pas des histoires pour des histoires. C'est vraiment les histoires qui nous permettent de renaître à notre histoire. Voilà. Mmh. Et comment on a envie de l'écrire? Est-ce qu'on a envie de l'écrire en allant vers ça? Et c'est possible à ce moment-là de faire que l'histoire devienne réelle. Et c'est possible. Et du coup, voilà, ça marie la vision avec la réalité, Et oui, oui, le parce qu'elle rêve avec ouais, la réalité. ouais, c'est ça. Ouais, ouais, parce qu'elle se colle, elle s'y colle concrètement à ces défis, oui, qu'on peut vivre dans nos vies concrètes. Voilà, et donc dans l'histoire, elles arrivent, et donc de la première à la 12e, elles arrivent sur Terre, elles font leur expérience, pendant que la 13e, elle reste
dans son cocon entre le visible et l'invisible. Elle reste encore entre les deux. Elle ne s'incarne pas. Elle est reliée à toutes ses sœurs, ses 12 sœurs qui expérimentent la vie, qui vivent leur rite de passage difficilement. Et elle reçoit tout ça. Elle reçoit leurs expériences. Et c'est à la fin, elles se retrouvent toutes les 12 et la 13e au milieu. Et voilà, une fois que les 12 ont passé leur rite de passage, la 13e voilà, peut intégrer tout ce qu'elles ont appris et venir à son tour se manifester. Et une fois qu'elles ont décidé qu'elles avaient assez appris, assez transmis et assez semé de graines pour le futur et que leurs enseignements étaient là, c'est pas pour autant qu'elles sont éternelles. Elles ont décidé de repartir dans le monde de l'esprit pour guider les femmes qui restaient connectées, mais elles sont pas encore là. Elles ont laissé les crânes de cristal à leur place. Les fameux crânes de cristal. Voilà. D'accord. Ça peut aussi reconnecter des choses. Voilà. Ah oui. Ah oui. Et donc voilà, ça on le découvre en général à la fin, à la 13e. Et donc là, le but n'est pas de dévoiler un suspense, mais juste de permettre de prendre vraiment connaissance du grand panorama en fait, de la manière dans laquelle ça s'inscrit pour pouvoir y aller en conscience. Se laisser transformer, pourquoi se laisser transformer, le sens que ça peut avoir pour nous, le sens que ça peut avoir pour le reste, et voilà, se laisser cheminer en sachant tout ce qu'il y a derrière, tout ce qu'il y a autour, et après aller dans chaque petite histoire individuelle, rencontrer chacune, comment elle est arrivée, les défis qu'elle a rencontrés en tant qu'humaine, comment elle a réussi à les dépasser, comment ça a été dur aussi de les dépasser, et c'est pour ça que ça nous enseigne, c'est parce que oui, les vérités, elles sont éternelles. Ce qu'elles vivent, même si c'était au monde de glace, même si c'était à l'âge des cavernes, nous aussi, on le vit. Alors évidemment, c'est pas de la même manière. Notre vie, elle a changé. Mais on n'a pas changé, nous, les humains. Voilà, on a toujours les mêmes tendances, on a toujours les mêmes, à l'intérieur de nous, c'est pareil. Mm. Donc, ce qu'elle révèle, c'est notre manière d'affronter les défis et notre manière de les dépasser. Après, la tête qu'on les défie, la manière dont ils se présentent à nous, oui, c'est différent. Mm. Voilà. Oui, c'est différent. Mais voilà, cette sagesse-là, elle est éternelle. Et du coup, en racontant ces histoires, en nous permettant de vivre notre histoire dans ces histoires, ben voilà, on les fait se transmettre et on crée ces ponts de beauté pour passer du 4e au 5e, voilà, et aller vers plus de paix à l'intérieur et à l'extérieur. Oui, alors dans ce monde de l'illumination que tu évoques, est-ce qu'on est proche du premier monde, du jardin d'Éden, ou c'est encore un autre monde, le monde de l'illumination? Je sais pas, chacune trouvera sa réponse, je pense. Mm. Je me suis demandé quand t'en parlais au début, il y a un moment donné la question qui m'est venue sur les saisons. Tu vois? Les saisons, bah oui, hein, on en parle, c'est la première d'ailleurs, hein. Là, on est au moment de la première et justement, elle explique à quel point c'est difficile de mettre au point les saisons maintenant que l'axe a changé et elle parle justement de ça, des lunes de glace, des lunes d'été, des lunes de moisson et comment elle allait pouvoir réussir à équilibrer tout ça avec les 4 saisons parce qu'avant, il n'y avait pas 4 saisons au premier monde. Voilà, c'est ça, on est Voilà. d'accord. Mais donc, comment les 4 saisons se font et comment tout s'alterne, la Terre, la Lune. Voilà, et c'est le début de l'arrivée des 13 mers et c'est le début du deuxième monde de glace. Et donc, c'est la première justement qui nous parle de tout ça. Mm. Comment faire pour que tout soit équilibré. Donc, ouais, bien vu. Et voilà, ce Bon, beau bah, c'est chemin. super. C'est super parce que dis donc, ça recolle des morceaux ensemble, hein, je sens. Euh, Ouais, ouais, toutes ces histoires de partout. Enfin, tu vois, oui, l'Atlantide, les cités d'or, les mondes engloutis, même encore un dessin animé qui a bercé mon enfance, mais qui est quand même encore une histoire aussi pleine d'enseignements, tu vois. Et tout ça est relié, ouais. bah, c'est pas un hasard si ça nous parle, hein. Après, voilà, tout ce qui persiste dans nos cultures, c'est parce qu'on les regarde tous, donc c'est parce que ça réveille tous des certaines vérités en nous, donc on reconnaît aussi, hein. Ouais. Ces choses-là intuitivement, voilà, ça fait partie de notre histoire. Donc Mm. voilà, donc on peut vraiment remercier les grands-mères et Jamie Sams et Twilight Nash et voilà et tous ceux qui ont fait ce travail de transmettre cette histoire parce que voilà, c'est aujourd'hui qu'elle prend son sens en fait. Et c'est pour ça que qu'on peut la recevoir et s'en servir. Et c'est à nous maintenant de de faire l'histoire qui vient. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la création des 7 mondes, hein, donc ça remet aussi un peu dans le contexte, hein. Ce 5e monde, il finira aussi. Il y en aura un 6e, il y en aura un 7e. Et puis, si on voyait l'histoire de la Terre, voilà, et l'apparition de l'homme sur l'histoire de la Terre, hein, certains historiens le disent bien, on arrive à minuit moins une. Donc, l'humanité dans l'histoire de la Terre elle-même, voilà, c'est pas grand-chose, hein.
Mm. Voilà, c'est pas grand-chose. Mais voilà comment nous, on peut faire un choix, même si être de ce pas grand-chose et de faire quelque chose en se servant de ces histoires pour créer notre histoire. Et tant qu'à faire, de créer une histoire autant la créer en ayant le choix qu'elle soit belle. Voilà. Mm. Et c'est pour ça que on parle souvent du chemin de beauté. Voilà, ce chemin de beauté que nous invite à prendre les 13 mères à leur suite. Merci Claire, merci d'avoir pris le soin de synthétiser, mine de rien, C'était le boulot. ouais, plusieurs années de recherche, je sais, et d'intégration de tout ça. Et voilà, de l'avoir fait passer comme ça en une petite, je sais pas, on a mis quoi, 3/4 d'heure, ouais, à peu près. C'est super, merci beaucoup. Merci à vous et beau chemin sur la voie des 13 mères originelles avec Oui. nous ou avec le livre directement. Et si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre newsletter, voilà, pour recevoir Voilà. le compte. Et puis là, du coup, je vais aussi vous envoyer les animaux totems de chaque mère originelle. Voilà, comment chacune a rencontré des défis et comment elle s'est aidée aussi du peuple animal pour dépasser ces défis en prenant exemple sur eux et en réussissant à les surmonter. Donc voilà, si vous inscrivez, vous aurez ces petits ces petites aides, ces petits coups de pouce là, pour aller dans l'enseignement et pratiquer et mettre en pratique ces enseignements-là dans notre vie avec des aides. Et puis, ils seront aussi sur la page Facebook. Et puis, vous pouvez vous abonner à notre chaîne si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos. Voilà. Et toutes les adresses, c'est la même, hein, c'est la voix des 13 mères originelles.com pour le site et 100.com pour la page Facebook. Voilà. Et à bientôt À sur cette bientôt. voie. Merci Claire.